Merci à tous les deux. Alors, que ceux qui veulent poser des questions n'hésitent pas à lever la main et à prendre la parole ensuite. Claire, à toi la parole. Oui, je chauffe la salle. Bonjour. Merci beaucoup pour cette intervention qui m'a vraiment passionnée. Avec une dernière question qui était, alors, est-ce que c'est la fin de la controverse? On n'a pas l'impression qu'on soit en train de sortir des controverses scientifiques actuellement, mais est-ce que c'est la fin de la controverse scientifique ou est-ce que c'est le déplacement de la controverse du résultat? Actuellement, on analyse et on discute les résultats vers les moyens, c'est-à-dire qu'il faudrait discuter les apprentissages, les méthodes et dispositifs d'apprentissage des machines. C'est-à-dire que finalement porter la critique sur le début du travail et non pas sur ce résultat. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. En tout cas, c'est le retour, le deep learning oblige l'analyse et la critique, on va dire, du processus qui est mis en œuvre. Et donc, du coup, la méthodologie scientifique, c'est plutôt les questions méthodologiques qui reviennent en fait au premier plan dans la critique, en fait. C'est ça qui... Alors, c'est pas que ça remet en question forcément les méthodes, mais en tout cas, ça oblige un peu plus d'explicitation des méthodes. Voilà. C'est ça que ça fait émerger, parce que finalement, quand on regarde les boîtes à outils dans le deep learning, en mode deep learning qui existent, c'est souvent des boîtes à outils qui finalement préexistaient, y compris des boîtes à outils très anciennes, par exemple sur tous les outils d'extraction d'entités nommées, c'est des choses qui remontent à il y a très longtemps finalement en informatique. Et en fait, fonctionnellement parlant, il n'y a pas tellement plus d'évolution. Mais par contre, comme la masse des données traitables est énorme et potentiellement colossale, et qu'on juxtapose ces boîtes sous forme de boîtes noires, ça oblige à expliciter la méthodologie, enfin à expliciter plus de méthodologie, oui. C'est un peu le retour de l'étude de la méthodologie. Ce qui témoigne d'un tournant, je pense, d'un point de vue épistémologique. Oui, puisqu'on a vu des débats sur les résultats de biométrie, par exemple, par rapport au corpus d'apprentissage, donc qui était genré, plus blanc que noir, etc. Et on voit bien qu'on a des vraies discussions épistémologiques sur les choix d'apprentissage. Et j'ai envie de mettre un peu en relation, juste pour voir ce que ça donne, avec Marianne Chabin, parce qu'il y a une remarque qu'a fait Marianne tout à l'heure qui me trottait dans la tête, et je ne savais pas pourquoi elle continuait à me trotter dans la tête, qui était pour le grand débat national, et finalement le traitement a été le traitement du grand débat national avait une finalité, c'était un traitement d'intelligence artificielle avec finalité, et finalement qui a bien convenu au commanditaire qui est le gouvernement. Mais en fait, ce qui fait que cette phrase m'a frappée, c'est que je me disais, c'est normal que ça convienne au gouvernement, puisque très probablement le paramétrage initial a été fait en fonction des attentes du gouvernement. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas finalement des traitements qui vont tourner en rond, c'est-à-dire voilà ce qu'on voudrait obtenir, voilà ce qu'on va donc apprendre à la machine, et donc on va obtenir quelque chose de très satisfaisant à chaque fois, ce qui est le rêve de tout chercheur. C'est sûr qu'il y a plein de biais. Enfin, moi, peut-être pas sur ce sujet-là, mais dans d'autres sujets, j'ai pu voir qu'effectivement, on a besoin d'un certain moment de culture des données et des algorithmes, et de leur compréhension, en fait, pour pouvoir s'en extirper un petit peu. C'est-à-dire qu'on a tendance toujours à chercher ce qu'on a envie de trouver. Et qu'on a besoin de prendre un moment donné, de faire un pas de côté, parce que voilà, moi, quand j'ai commencé un peu à aborder ces questions-là, j'ai vu tout de suite le potentiel, par exemple, de volume de traitement, de rapidité, etc. Puis à un moment donné, je me suis dit, ok, bon, ça c'est très bien, mais du coup, comment je peux aller explorer d'autres voies? Et j'ai été confronté à plusieurs murs, c'est-à-dire que je me suis dit, oulala, là, pour comprendre cet algorithme-là, c'est pas juste avec le bagage universitaire que j'ai que je vais y arriver. J'ai vraiment besoin d'avoir des gens autour de moi qui vont venir me l'expliquer et me montrer le potentiel. Voilà, donc ça ouvre à l'interdisciplinarité quelque part.
Après, on voit bien là tout cet appareil critique qui devient nécessaire pour accompagner une publication de résultats rejoint exactement la démarche descriptive qui s'est fait sur le corpus de courriel de la doyenne de Princeton, où il y a eu une sélection, il y a eu une réduction nécessaire, mais cette réduction a été explicitée, et à partir de là, on accède à une certaine scientificité. Je crois que c'est ça qui se passe un peu dans ce que tu disais, Stéphane, avec cet appareil critique nécessaire sur le processus. C'est d'associer, enfin de faire accéder les résultats à une certaine scientificité, alors même qu'on n'est plus véritablement en capacité de tracer la suite des calculs, la suite algorithmique. Merci beaucoup. Il y avait une question de Michael Koustati, peut-être? Bonjour, alors désolé, je suis arrivé un peu en retard parce que j'avais d'autres réunions avant. Je suis arrivé sur la fin quand vous vous êtes mis à parler de deep learning. Moi, je suis chercheur en informatique et je sais pas comment dire, je suis un peu étonné par ce que vous dites et parce que je suis pas complètement d'accord en fait. Pour moi, le deep learning, ça permet d'avoir des meilleurs modèles, modèle au sens modèle informatique qui permet de trouver une réponse à une question qu'on lui donne, mais le modèle, on l'apprend pour une tâche particulière. Et surtout, on fait des choix quand on décide d'entraîner un modèle. Et je ne vois pas en quoi c'est vraiment différent de ce qu'on pouvait faire il y a 10 ans. Parce que moi, si je compare, j'ai commencé la recherche il y a un peu plus de 10 ans, il y a 13 ans pour être précis. Et entre ce que je faisais il y a 13 ans et ce que je fais aujourd'hui, j'ai la même méthodologie, j'ai juste des outils différents, mais j'ai la même méthodologie. Et il y a 13 ans, quand je faisais ma thèse, je travaillais sur des corpus d'images qui étaient assez restreints. Aujourd'hui, on travaille sur des bases d'images qui sont beaucoup plus grandes. On a des modèles qui sont un peu plus génériques, qui permettent de faire plus de choses, mais qui ont les mêmes biais qu'il y a 13 ans. Et j'aimerais savoir en quoi c'est différent de ce qu'on faisait il y a 13 ans. Enfin, il y a 10 ou 15 ans ou plus. Hein. J'ai 13 ans, il ne faut pas s'arrêter sur le 13, hein, pardon, excusez-moi. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux... Alors c'est sûr que ma limite, c'est de ne pas avoir moi-même travaillé sur ces méthodes encore. Hein. Je reprends mes fonctions là au HN Lab. Malgré tout, bon, je m'appuie en particulier sur les travaux de Bruno Bachimon, qui a quand même beaucoup travaillé la question et qui lui pointe le manque de preuves. Il y a un changement de paradigme sur la preuve scientifique. Voilà. Alors après, ce que je comprends par rapport à ce que vous dites, c'est qu'il y a on prend les mêmes points de départ, on introduit les mêmes biais, on identifie les mêmes biais, on obtient des résultats, de meilleurs résultats sans doute. Moi, de ce que j'ai pu comprendre, en particulier de ce que pouvait en dire Bruno Bachimon, on pourrait partager les publications à ce sujet, mais ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas cette possibilité de tracer la suite de calcul. On a à un moment l'intervention d'un réseau de neurones qu'on a paramétré finement, sans doute, mais dont on ne sait pas comment il a pu obtenir ces résultats. Alors, je comprends parfaitement. Maintenant, si on prend si on prend des SVM ou il y a plein de méthodes de clustering. Alors, je ne sais pas si on parle de clustering, c'est comment on fait pour regrouper les choses qui se ressemblent ensemble dans un espace de représentation pour qu'on puisse retrouver facilement des choses qui se ressemblent et des informations qui paraissent pertinentes, en tout cas qui sont similaires par rapport à un critère défini. Et du coup, si on compare ce qui se faisait il y a 10 ans à ce qui se fait aujourd'hui, certes, aujourd'hui, comme c'est beaucoup d'approches statistiques avec on peut avoir des choses pour lesquelles on ne peut pas revenir en arrière. Il y a 10 ans, peut-être qu'on pouvait revenir en arrière, mais est-ce que pour autant on comprend mieux pour qu'on arrive à ce résultat? Enfin, c'est pas parce qu'on est capable de retracer le chemin. Si je vous demande de retracer le chemin pour aller de Pékin jusqu'à Paris à pied, certes, vous allez pouvoir vous rappeler par quel chemin vous êtes passé. Par contre, est-ce que vous allez vous rappeler de tous les détails et tous les choix que vous avez fait tout au long du chemin pour arriver au résultat? Je ne suis pas sûr, surtout quand on fait des recherches, là, quand on cherche de l'information, on va faire plusieurs centaines, plusieurs milliers de recherches à la seconde. Et du coup, est-ce qu'on a besoin de
de se rappeler de tous ces éléments-là, est-ce que c'est vraiment important? Oui, je comprends bien, mais je crois que là, la question que soulève Bruno Bachimon et d'autres, hein, c'est vraiment cet accès à la preuve, c'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, on ne peut pas vérifier le résultat. Alors on va finir par le vérifier peut-être statistiquement, on se rend compte qu'il y a 95% ou 99%, ou en fonction des modèles ou des données qu'on utilise, de résultats pertinents, mais on n'est plus capable d'établir la preuve telle qu'on pouvait l'établir mathématiquement sur des algorithmes plus classiques. Je crois que c'est ça. Après, alors effectivement, est-ce que ça change quelque chose? On peut dire que oui. En tout cas, d'un point de vue des sciences humaines, il est nécessaire de se poser la question. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis désolé, hein, je continue à creuser parce que je cherche à comprendre un peu plus. Alors, déjà, une précision, quand on dit qu'on ne peut pas faire la preuve d'un modèle, en fait, ça dépend. Un modèle, si vous prenez n'importe quel système de deep learning, vous lui mettez les mêmes données en entrée, et en fait, on va l'entraîner, tout seul, il va auto-organiser son espace de représentation pour pouvoir répondre à la question demandée. Et si vous faites 2 fois l'entraînement, donc si vous produisez 2 espaces de représentation, vous n'aurez jamais 2 fois le même résultat. Enfin, c'est très peu probable en tout cas. Donc c'est ça qui peut être perturbant. Par contre, une fois qu'on a entraîné un système, le système, il peut être vu comme un système déterministe puisqu'il donnera tout le temps le même résultat pour une entrée donnée une fois qu'il est entraîné. Et dans la pratique, si je prends des exemples, là où je suis à La Rochelle, on travaille avec la Bibliothèque nationale de France. On a fait des systèmes pour eux. Et une fois qu'il est entraîné, le système, il est entraîné une fois tous les... c'est vraiment rarement, parce que ça coûte très cher de l'entraîner. Et l'idée, c'est de l'entraîner très rarement. Et du coup, moi, la question, c'est, puisque finalement, le modèle, il n'est pas entraîné souvent, ou qu'on peut supposer il peut être supposé stable, il peut être quasiment vu comme un élément déterministe. Et du coup, pour moi, on peut étudier. Alors, je suis d'accord, le problème, c'est que ce qui va être déterministe, c'est par rapport à un modèle. Donc, si on change de modèle, on n'aura pas le même résultat. Mais si je reprends à ce qu'on faisait il y a 15 ans, moi, dans ma thèse, j'ai fourni 4 versions différentes d'un logiciel pour rechercher des lettrines à des historiens. À chaque version du logiciel, le comportement n'était pas le même parce que moi-même, je venais modifier des éléments à l'intérieur, je venais modifier des paramètres. Et du coup, c'est là où je me dis que, certes, c'est différent, mais en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit complètement différent de ce qu'on faisait il y a 15 ans. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut se poser la question de pourquoi on a tel résultat, pourquoi ça marche pas. Mais je me répète, ça, on le faisait déjà il y a 15 ans, parce que moi, quand j'ai commencé ma thèse, on faisait une publi et on disait qu'on a trouvé la nouvelle méthode géniale qui répond à tel problème, mais on n'expliquait pas, si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi ça marche pas, quelles sont les limites, à l'époque, on ne publiait déjà pas. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on ait changé tant que ça. En tout cas, je parle de mon point de vue, du point de vue informatique. Du point de vue usager ou sciences humaines, pour moi, la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, ces systèmes-là sont mis en production et vous pouvez vous en servir. Et c'est peut-être ça, c'est plus, c'est là où pour moi, il faut qu'on arrive à travailler plus ensemble. C'est voir quels sont les impacts de nos outils sur vos pratiques, sur votre activité tout simplement, et surtout comment votre activité pourrait permettre d'adapter le système à vos besoins. Et enfin, pour moi, ce sera plus dans ce sens-là. Je pense que, juste un point là-dessus, c'est très important. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de modifications, vu du point de vue de l'informatique et du monde de l'informatique. Effectivement, je suis assez d'accord avec vous, il n'y a pas énormément d'évolution. Mais par contre, dans les disciplines des sciences humaines et sociales, c'est un changement, en fait, qui est assez lent, mais c'est un changement qui apparaît au tournant des années 2010-2011 et qui s'accroît encore, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de collègues dans les disciplines SHS qui ne se sentent pas du tout, qui voient arriver le deep learning ou même le machine learning comme quelque chose d'extrêmement nouveau parce que à leur portée, une sorte de démocratisation pour les SHS en fait. Et ça, je suis assez d'accord avec vous. Il y a aujourd'hui des outils qui permettent de prendre ça en main à des gens qui, il y a 10 ans, n'y pensaient même pas et n'en avaient même pas connaissance. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a, et moi je travaille un petit peu là-dessus depuis quelques temps, mais il y a une sorte d'oubli régulier dans les sciences humaines, dans les sciences sociales,
des techniques qui sont mises au point et utilisées. C'est que quand on regarde en fait les reconnaissances de formes qui ont été faites à la fin des années 80, par exemple, en archéologie, donc avec des techniques qui n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, finalement, on a quelques articles scientifiques et quelques publications où vous avez des thèses, comme par exemple des ouvrages issus de thèses en archéo ou dans des sous-disciplines de l'archéologie, où vous avez une grande partie un chapitre méthodologique sur comment a été fait le classement d'images. Et il y a beaucoup de travaux dans ce sens-là qui sont publiés dans le Médiéviste et l'ordinateur, par exemple, dès la fin des années 70. Donc, et puis il y a des oublis qui, à un moment donné, il y a des cycles comme ça où les gens ils ont oublié que ça existait. Alors il y a c'est une sorte de vague, hein, comme ça revient, il y a des modes comme ça, et puis ça revient. Mais je pense que pour les SHS, c'est une sorte de... là, notre propos, il était vraiment situé du point de vue des SHS, c'est-à-dire... je pense que ce n'est pas forcément nouveau, effectivement, du point de vue de l'informatique ou même du point de vue de l'IST ou des choses comme ça. Mais par contre, dans des disciplines comme l'histoire, la littérature et des choses comme ça, sur lesquelles les gens n'avaient pas conscience que c'était des possibles, en fait, pour eux. Ou alors, ils le voyaient du point de vue de l'informaticien, c'est-à-dire bon, ça avait été étudié il y a une dizaine d'années, hein, il y a eu quelques thèses là-dessus en sociologie des sciences, où les SHS plaçaient à l'extérieur de leur sphère de métier ces techniques, par exemple, en les confiant à un développeur, à un informaticien. Il y a plein de... Bon, en sociologie des sciences, il y a plein de choses autour de ces questions-là. Y compris dans l'impact que ça peut avoir dans les communications scientifiques en sciences humaines, en sciences sociales. Pendant toute la décennie 2000, il y a des choses extrêmement intéressantes à repérer. Mais depuis quand même quelques années, ça grignote, on va dire, et ça s'est démocratisé, effectivement. Donc, le propos qu'on tenait était du point de vue des disciplines des sciences humaines. On est capable de comprendre la représentation que nous propose la machine à partir de données d'ailleurs inintelligibles, hein, elles sont devenues tellement massives qu'elles ne sont plus appréhendables. Par contre, on a une intelligibilité du résultat, mais on a une inintelligibilité du fonctionnement, du traitement lui-même. Et là, ça pose quand même une grosse question épistémologique, en tout cas pour les sciences humaines. Je pense que c'est là que se trouve la rupture, en quelque sorte. Céline avait une question. Oui, bonjour. Votre présentation nous a permis d'ouvrir des perspectives sur le deep learning appliqué aux archives en tant que corpus documentaire. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur les perspectives de deep learning appliquées au processus d'archivage, s'agissant du processus de collecte, de sélection, de classement ou de conservation des archives, en complément aussi de l'intervention de Marianne Chabin. Est-ce que vous avez il y a déjà des pistes qui sont explorées, que vous avez eu l'occasion d'explorer, ou des pistes qu'il serait intéressantes et utiles d'explorer? Alors, il y a tous les aspects de classification automatique, en fait, sont des aspects qui sont importants dans le repérage, la pré-collecte, en fait, on va dire, d'archives, enfin, de documents pour archivage, en fait. Il y a des expérimentations qu'on a menées dans le cadre du MANUM il y a quelques années. On a réalisé l'archivage électronique de la bibliothèque virtuelle des manuscrits de l'IRHT, qui est archivée au CINES. Et sur une partie de ce corpus, c'est environ 70 téraoctets d'images, on a fait un travail en fait de classification. C'est pas complètement de la classification, mais en gros, on essaye de classifier un petit peu ces documents, en plus de la classification qu'ils ont par ailleurs, pour proposer à la demande, ou quasiment à la demande en temps réel, d'autres types de classification.
Donc on avait fait un petit prototype il y a quelques années sur ça. Donc c'est un des avantages du deep learning et des techniques, c'est qu'on voit qu'on peut proposer des services de pré-classification qui peuvent alimenter la réflexion dans un processus d'archivage pour aider à faire des choix. Et il y a des initiatives qui ont été portées dans les collectivités territoriales, par exemple, il y a quelques années, justement pour, en parallèle du mouvement de l'open data, où vous aviez quelques industries de la connaissance, enfin des industriels de la connaissance, je pense à Témis, etc., qui avaient proposé des outils de pré-ouverture des données pour permettre différents types de classification. Donc ça, il y a un enjeu fort là pour le deep learning, c'est vraiment de construire des dispositifs qui peuvent aider ou préparer des choses pour permettre à un archiviste ou une archiviste de faire des choix à un moment donné, ou d'orienter, en fait, on va dire, ces choix sur des différents types d'archivage. Ce qui est, à mon avis, très intéressant, c'est, au-delà de la préparation pour de l'archivage, c'est qu'on voit bien que dans l'exploitation de dispositifs, de documents archivés, par exemple, où on va avoir des besoins multiples, c'est-à-dire à la fois des inventaires, on va dire, de type inventaire physique ou inventaire intellectuel, etc. Où là, on va faire appel, en fait, à des méthodologies de deep learning pour faire des choses à la volée, pour pouvoir reclasser des choses suivant le besoin. Et ça, on essaye de réfléchir à ça sur un projet qui est en lien avec la BNF, pour, en fait, par rapport à analyser la façon dont les gens posent une question à un corpus, pour pouvoir leur proposer une organisation de ce corpus répondant au mieux à la question qui sont posées. Donc une sorte de surclassement virtuel, en fait, d'un fonds d'archives qui serait absolument non pérenne, qui dépendrait complètement de la question qui a été posée par l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on ne touche pas au classement archivistique, mais on reclasse à la demande, ce qu'on appelle le classement à la demande, au-dessus. Donc ça, c'est des choses qui peuvent faire appel potentiellement à du deep learning. Donc oui, il y a des choses qui sont, on va dire, en réflexion. Après, il faut voir comment ils sont industrialisés là-dessus. Attends, c'est bon. Voilà. Tu m'interpelles, Marianne. Oui, tu m'interpelles. Non, je voulais juste, mais c'est pas très correct, comme toujours, rajouter mon grain de sel sur le grand débat, c'est-à-dire que oui, il y avait une finalité qui était celle de mettre un terme à la crise, pas forcément de lire la synthèse. Bon, voilà. On est d'accord, hein, voilà, c'était ça le point que je voulais ajouter. Donc, et ça répond un peu à ce que disait Martine tout à l'heure, il y a une finalité pour chacun. Après, qu'il y a plusieurs finalités, ça pourrait être intéressant à poursuivre. Il y a plusieurs finalités successives. Mais ce qui est important, et j'aime bien comment Nicolas a repris l'histoire de la doyenne, j'aime bien sa formule, on dit les choses, il y a une nécessité, on explicite, et donc il y a ce côté de scientificité. Et je remercie aussi Michael pour son analyse globale. Pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit crédible pour l'utilisateur demain. Donc, il faut expliciter et documenter, je rajoute documenter le corpus initial. Tout le monde peut se tromper. On peut avoir des tas de corpus différents, faire des tas d'algorithmes différents. Mais il y a à chaque fois un point de départ et une finalité. Et donc, expliquer les choses. Je pense que c'est ce qui manque le plus. Oui, et parce que je peux juste me permettre d'ajouter un point. L'une des forces des systèmes de deep learning, c'est que généralement, ils sont... Alors, je ne sais pas si ça a été présenté parce que je suis arrivé en retard. Ils sont décomposés en deux parties. Il y a une première partie qui va chercher à trouver une représentation des données et une dernière partie qui est là pour finalement apporter la réponse à la question initiale. Et autant la dernière partie qui permet de trouver la réponse à la question initiale, généralement, va être modifiée pour chaque cas d'utilisation, autant la représentation intermédiaire, généralement, est réutilisée dans plein d'autres cas différents puisqu'elle est assez performante, on va dire, pour les différents besoins.
Et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut arriver à documenter beaucoup plus comment on arrive à produire les représentations intermédiaires pour finalement arriver à dire si on a réussi à avoir tel résultat parce qu'on avait telle représentation intermédiaire. Et finalement, même si, comme on a des données, on a une représentation intermédiaire qui est entre guillemets générique, qui peut répondre à plusieurs questions, même si j'ai une autre question, parce que tout d'un coup, c'est plus, je vais prendre un exemple qui est peut-être bête pour vous, mais c'est plus un chercheur en sociologie, mais c'est un chercheur en géographie qui va étudier le même corpus de données. Peut-être qu'en modifiant la dernière partie du réseau, on pourra arriver à obtenir des réponses qui peuvent lui paraître pertinentes, ou qui peuvent en tout cas lui permettre d'aller chercher des informations dans un corpus qui est beaucoup trop grand pour être traité à la main. Donc je suis entièrement d'accord. Je pense que de documenter encore plus permettrait d'aller encore plus loin et de proposer plus de cas d'utilisation. Claire, tu voulais parler? Oui, je voulais revenir sur un peu le message qui est passé, l'exhortation à produire des corpus d'entraînement pour les SHS, c'est-à-dire de prendre en main cette partie-là de façon à pouvoir évidemment la maîtriser et l'orienter. J'ai participé, alors il y a très longtemps, bien plus que 13 ans, Michael, à des expériences de speech to text dans les années 90, les années 2000, pardon. À Radio France, et le nœud du travail était effectivement la production de corpus, c'est-à-dire la transcription d'émissions de radio pour pouvoir faire des entraînements. Ce qui avait été toujours un problème bloquant pour faire progresser ces outils-là dans les années précédentes. C'est très coûteux, c'est très ingrat de produire des corpus. Quelles sont les incitations actuellement? Est-ce qu'il y a des projets spécifiques d'aide à la production de corpus d'entraînement? Est-ce qu'il y a des développements d'outils? Parce qu'actuellement, on travaille avec le laboratoire d'ICEN sur un outil qui doit permettre de faciliter les annotations vidéo pour pouvoir produire des corpus d'entraînement. C'est un des objectifs qu'on a, des corpus d'entraînement d'annotation vidéo. Bref, cette partie-là, dont on devrait s'emparer, nous, les chercheurs en sciences humaines, comment est-ce qu'on peut est-ce qu'elle est financée? Est-ce qu'il y a des projets? Par quel bout on peut la prendre? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de financement, enfin, d'appel spécifique pour financer ce genre d'activité. Cela dit, j'avais été surpris l'année dernière, j'ai participé aux commissions pour l'appel Sciences ouvertes. Il y avait beaucoup de candidats qui ont répondu à cet appel, qui avaient, alors pas forcément, enfin, comment dire, qui n'avaient pas centré, on va dire, l'objet de leur proposition uniquement sur ça, mais qui avaient inclus dans les livrables de leur candidature un certain nombre de productions de corpus pouvant servir à faire de l'entraînement derrière le cas échéant, quoi. Voilà. Alors, je précise ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je pense que c'est important qu'il y ait une production, ou en tout cas qu'il y ait un signalement de choses existantes, parce qu'il y a des choses existantes, et surtout ce qui manque un peu aujourd'hui, c'est le repérage de ce qui existe. Parce que des corpus étiquetés ou des corpus disponibles pour faire ça, il en existe. Voire, il est assez facile, à partir de bases de données prosopographiques, par exemple, de tirer de la matière pour venir traiter de l'information derrière par entraînement. Je pense à un projet comme le Métron, par exemple, qu'on héberge à Humanum. C'est un formidable vivier, on va dire, de matière, enfin, une bibliothèque de matière, d'informations pour venir nourrir des outils d'entraînement derrière. Or, les porteurs de ce projet-là n'ont pas ça comme objectif, quoi. Donc, je pense que c'est à la fois une question de repérage de ce qui existe et de production, effectivement. Ça, je suis d'accord, même si, effectivement, il n'y a pas d'appel, d'incitation directe. En fait. Je pense qu'il y en a plus sur les outils. J'ai l'impression qu'il y a plus de foisonnement sur la production d'outils, ou en tout cas l'adaptation d'outils venant voilà, de labos d'INRIA, du LIRM, etc., des gros labos d'informatique qui sont embarqués
qui sont embarqués dans des projets, donc qui produisent des outils. J'ai l'impression qu'il y a plus une dynamique là-dessus, sur les outils, que sur les corpus d'entraînement. Bon, ce qui n'est pas sans poser problème, parce que souvent, c'est une des difficultés des projets qu'on voit, une difficulté qu'on connaît beaucoup, qu'on a repéré il y a très longtemps maintenant, qui est celui que quand les SHS, quand les programmes SHS sont l'objet de recherche dans la bonne informatique, bah souvent l'équipe SHS, elle se trouve déstabilisée à la fin parce qu'elle ne sait plus comment avoir dans les mains ou prendre ou industrialiser, on va dire, l'outil informatique qui est produit. Donc ça pose d'autres questions, mais du coup, il peut y avoir des accidents industriels à un moment donné qui découragent, on va dire, les collègues de SHS, parce que voilà. Donc il faut un peu rééquilibrer souvent les choses et être un peu attentif à ça. Mais je pense qu'en termes de production d'outils, il y a des choses. J'ai l'impression que le foisonnement est plus important, mais c'est vu de mon observation des projets que je vois passer, qu'on voit passer à Humanum, et donc c'est absolument biaisé comme vision parce que ce n'est que les projets qui viennent à Humanum. Donc évidemment, c'est pas exhaustif du tout ce que je dis là. Merci. Si je peux juste apporter quelques éléments, moi de mon point de vue d'informaticien, j'ai l'impression, alors je vais passer pour un vieux, alors je ne suis pas tant que ça, mais enfin, on avait déjà le même problème il y a 10 ans de ça, où finalement, à chaque fois qu'on veut faire un projet de recherche ou qu'on veut développer une nouvelle idée, on va développer un nouvel outil d'annotation et on va annoter des données. Alors la bonne nouvelle, c'est que je trouve que depuis 2010 environ, il y a eu plein de projets européens qui ont permis de créer des outils qui, alors je ne sais pas s'ils peuvent servir de référence, mais qui sont utilisés, réutilisés ou adaptés en tout cas pour pouvoir annoter ces corpus soi-même. Donc oui, il y a un peu plus d'outils, mais il n'empêche que si je prends, enfin, en ce moment, à La Rochelle, on a un projet européen là, de numérisation et d'indexation de la presse ancienne européenne. Et dans le cadre du projet, il y a eu un nouvel outil qui a été développé pour annoter les corpus. Le seul point qu'on a trouvé pour, entre guillemets, faire plaisir, alors je dis comme ça, c'est très réducteur, mais pour faire plaisir aux chercheurs en sciences humaines et aux chercheurs en informatique, c'est que finalement, il y a eu beaucoup d'éléments à noter, mais alors certains corpus ont été annotés de manière très très détaillée pour que les chercheurs en sciences humaines puissent faire leurs études, avoir du travail, et d'autres corpus ont été annotés de manière plus fine pour justement permettre aux chercheurs en informatique d'entraîner des modèles et de proposer des résultats aux chercheurs en sciences humaines. La bonne nouvelle pour l'instant, c'est que finalement, à partir des résultats automatiques, on arrive à proposer de nouveaux résultats qui sont filtrés et réaméliorés par les chercheurs en sciences humaines et qui du coup permettent d'enrichir la base chercheurs en sciences humaines. Donc l'idée, c'est que les outils en informatique, finalement, ne servent pas qu'à produire un résultat, mais, enfin, la réponse à la requête ou à la recherche initiale, mais parfois ils aident à construire un corpus annoté qui permettent aux chercheurs en sciences humaines d'avoir plus d'éléments pour travailler, mais également qui permettent d'améliorer, de réentraîner les modèles, et finalement on avance par itération successive. Donc le même outil finalement sert à annoter des documents et à produire des résultats. Avec le biais que ça entraîne, parce que finalement si l'outil produit des annotations qui sont réutilisées pour l'entraîner, l'outil va finir par devenir un peu hyper spécifique pour cette question-là, et faut vérifier qu'on justement on tombe pas dans un outil trop spécifique.